Le marteau du juge Renaud frappe le bloc de bois avec finalité. Requête accordée. La Cour accordera à Monsieur Laurent un délai supplémentaire pour examiner les dossiers médicaux. Mon estomac se noue. Encore. Le 5e report en 8 mois depuis la mort de maman. Je serre le bord de la table jusqu'à ce que mes jointures blanchissent, en regardant mon père se pencher vers son avocat. Léonard Laurent, éminent avocat fiscaliste d'entreprise et maître manipulateur, murmure quelque chose à Marc Dubois qui fait sourire les deux hommes. Mon pouls bat à tout rompre dans mes oreilles. Des perles de sueur se forment à la naissance de mes cheveux malgré la climatisation agressive de la salle d'audience. La tension familière me serre la poitrine comme un étau, rendant chaque respiration plus courte que la précédente. Votre honneur, dit mon père en se levant avec une sollicitude étudiée, nous demandons un délai supplémentaire pour examiner les dossiers médicaux de Madame Fournier. Il y a des incohérences concernant ces décisions de traitement qui pourraient avoir un impact sur la répartition des actifs. Des actifs. Voilà à quoi la vie de maman a été réduite. 80 000 € d'économie. Une modeste maison de ville de 2 chambres à Tours, où elle a reconstruit sa vie après le divorce. La commode en chêne antique transmise à travers 4 générations de sa famille. Tout ce qui reste d'Hélène Laurent non, Hélène Fournier. Elle a repris son nom de jeune fille après le divorce, une petite victoire dans une guerre qu'elle n'a jamais voulu mener. Maintenant, je combats le même adversaire, le regardant manipuler le système, comme avant. Monsieur Laurent, c'est la 5e requête de ce type, dit Clara Martin, mon avocate et ancienne amie de la faculté de droit. Madame Laurent a déjà fourni 2 fois les dossiers médicaux complets. Le juge hoche simplement la tête, passant déjà au point suivant de son ordre du jour. L'issue était décidée avant même que nous entrions. Comment est-ce possible? Il a déjà tout pris dans le règlement du divorce il y a 14 ans. Pourquoi ça aussi? Pourquoi ne peut-il pas laisser à maman la petite dignité de ses dernières volontés? Je ferme les yeux et j'ai de nouveau 15 ans, debout dans notre cuisine, alors que maman me dit en larmes que papa ne rentrera pas à la maison. Sa liaison avec Vanessa Leclerc de son bureau durait depuis des mois. Une femme plus jeune, un nouveau départ, une ardoise plus propre qu'une épouse de 17 ans et une fille adolescente. Le souvenir change. Maman dans son uniforme de bibliothécaire, rangeant des livres à temps partiel à la bibliothèque municipale de Tours, joignant les 2 bouts pendant que Léonard prospérait, devenait associé, achetait une maison au bord d'un lac. Elle ne s'est jamais plainte, n'a jamais dit de mal de lui en ma présence. C'est toujours ton père, disait-elle, bien que ses yeux racontassent une autre histoire. Clara me serre la main sous la table. Ne le laisse pas voir qu'il t'atteint, murmure-t-elle, sa voix à peine audible. C'est ce qu'il veut. J'ouvre les yeux et j'étudie le visage du juge Renaud. La légère inclinaison de sa tête quand mon père parle, le regard dédaigneux quand Clara objecte. Cela va au-delà de la courtoisie professionnelle. Quelque chose d'autre se passe ici, quelque chose qui dépasse les simples arguties juridiques. Je n'en peux plus. Avant que Clara puisse m'arrêter, je me lève. Votre honneur, nous avons déjà fourni les dossiers médicaux complets. 2 fois. Ma voix est plus ferme que je ne le ressens. L'oncologue de ma mère a confirmé son diagnostic et son plan de traitement. Il n'y avait aucune incohérence dans ses soins. La salle d'audience tombe dans le silence. L'expression de mon père se durcit, sa bouche est une ligne serrée de mécontentement face à mon interruption. Ma fille est naturellement émotive suite au décès de sa mère, dit Léonard, son ton dégoulinant de condescendance. Cela a été difficile pour nous tous. Nous tous? Il n'avait pas rendu visite à maman une seule fois pendant ces 8 mois de chimiothérapie, de radiothérapie et finalement de soins palliatifs. Pas une seule fois. Le juge Renaud enlève ses lunettes, pinçant l'arête de son nez. Je comprends votre frustration, mademoiselle Laurent, mais ces questions exigent un examen approfondi. Votre père a soulevé des préoccupations légitimes que la Cour doit traiter. Préoccupations légitimes. Chaque décision érode le peu que maman a laissé derrière elle. S'il réussit, je perds non seulement l'héritage, mais aussi son dernier acte d'indépendance. La maison qu'elle a créée, les économies qu'elle a amassées, l'héritage familial qu'elle voulait que j'aie. Documente chaque décision irrégulière, murmure Clara alors que je me rassois sur mon siège. Nous préparons un appel. Je hoche la tête, mais nous savons toutes les deux la vérité. Les appels coûtent de l'argent que je n'ai pas. En tant qu'avocate commise d'office à Lyon, mon salaire couvre à peine mes prêts étudiants et mon loyer. Léonard le sait.
Il compte dessus. L'audience est levée jusqu'au 12 novembre, annonce le juge Renaud. Les parties sont invitées à soumettre toute documentation supplémentaire au plus tard le 5 novembre. Encore un mois de ça. Encore un mois à regarder mon père démanteler systématiquement les dernières volontés de ma mère, tandis qu'un juge qui le favorise clairement permet toute cette mascarade. Après l'audience, Clara m'accompagne jusqu'à ma voiture dans le parking du palais de justice. Le bruit de nos pas résonne contre le béton alors que nous nous faufilons entre les véhicules. Ce n'est pas la procédure normale, Brigitte, dit-elle en consultant son téléphone. Les décisions de Renaud sont constamment en dehors du protocole habituel en matière de succession. J'ai passé quelques appels à des collègues qui plaident régulièrement devant lui. Et je déverrouille ma Honda vieille de 10 ans, jetant ma mallette sur le siège passager. Clara s'appuie contre la portière de la voiture. Et il ne se comporte généralement pas de cette façon. Il y a quelque chose de différent dans votre affaire. Mon téléphone vibre dans ma poche. Numéro inconnu avec un indicatif régional de Bretagne. Je suis sur le point de le refuser par habitude, mais je réponds au dernier moment. Est-ce bien Brigitte Laurent? Une voix de femme, inconnue mais autoritaire. Oui, qui est à l'appareil? Je m'appelle René Bernard. J'ai connu votre mère il y a des années. J'ai appris l'existence de l'affaire par de vieux contacts. Je jette un coup d'œil à Clara en murmurant, qui est-ce? Elle hausse les épaules. J'ai travaillé avec Hélène dans l'armée de l'air, poursuit la femme, avant qu'elle ne rencontre votre père. Maman parlait rarement de son service militaire, juste qu'elle avait fait du travail de bureau pendant 4 ans avant l'université, où elle a rencontré papa. Rien qui ne suggère des relations importantes. Votre mère a gardé des choses de cette époque, dit René, sa voix baissant. Des choses qui comptent maintenant, des choses qui pourraient vous aider à comprendre ce qui se passe avec votre héritage. Mon souffle se coupe. Quelle chose? Pas au téléphone. Pouvons-nous nous rencontrer demain? Quelque part de privé? J'hésite, regardant Clara qui lève un sourcil interrogateur. Je vous enverrai une adresse par texto, dit René avant que je puisse répondre. Demain midi. Venez seul. Elle raccroche. Clara observe mon visage. C'était quoi, ça? Je fixe mon téléphone, incertaine de devoir faire confiance à cette mystérieuse interlocutrice ou de continuer à mener une bataille qui semble de plus en plus truquée contre moi. Peut-être rien, dis-je finalement. Peut-être tout. Je pense aux derniers jours de maman. Comment elle m'avait fait promettre de me battre pour ce qui lui revenait de droit. Comment elle m'avait serré la main avec une force surprenante et avait dit, ne le laisse pas prendre ça aussi, Brigitte. Promets-le-moi. Ma mère méritait mieux que ça, dis-je à Clara, une nouvelle résolution se durcissant en moi. Je ne les laisserai pas l'effacer. Le lendemain, la lumière du soleil filtre à travers les fenêtres du café, projetant de longues ombres sur la table en bois usée entre nous. Je suis arrivé 15 minutes en avance, scrutant chaque client à son entrée, ne sachant pas à quoi m'attendre d'une femme qui prétendait connaître les secrets de ma mère. René Bernard entre précisément à midi. La cinquantaine, des cheveux sombres parsemés de mèches argentées tirées en un chignon pratique, des yeux gris perçants qui ne manquent rien. Elle ne cherche pas du regard, elle se dirige directement vers ma table et me tend la main. Brigitte Laurent. Ce n'est pas une question. Sa poignée de main est ferme, efficace. Vous connaissiez ma mère. Ce n'est pas non plus une question. Elle s'installe sur la chaise en face de moi, commande un café noir lorsque le serveur s'approche, puis attend que nous soyons à nouveau seuls. Ses mains reposent à plat sur la table, sans agitation, sans mouvement inutile. Votre mère était dans le renseignement des transmissions de l'armée de l'air et de l'espace à la fin des années 90, dit-elle, la voix basse mais claire. Assignée à l'opération Port-Bleu, pas l'histoire de la bibliothécaire que votre père a répandue après le divorce. Ma tasse de café se fige à mi-chemin de mes lèvres. Ça ne peut pas être vrai. Maman a fait des boulots de bureau avant l'université. C'était sa couverture. Hélène était brillante avec les schémas. Le cryptage. L'une de nos meilleures. Les yeux de René s'adoucissent momentanément. Elle ne vous l'a jamais dit à cause des accords de confidentialité. Et plus tard, à cause de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? La question semble venir du plus profond de moi. Votre père et Richard Renaud ont tous deux servi comme jeunes conseillers juridiques sur le même projet. Des officiers du commissariat des armées examinant les paramètres de surveillance.
Sa mâchoire se crispe. Ils ont étendu la surveillance au-delà des cibles légales. Ont utilisé des informations pour exercer de l'influence. Un moyen de pression. Pas officiellement, bien sûr. Mon estomac se tord. Vous voulez dire que... Je veux dire que votre père a utilisé ses relations juridiques pour truquer le divorce contre Hélène. Le juge Renaud a été délibérément assigné au cas de votre mère par des manipulations en coulisses. Elle se penche en avant. Et au vôtre maintenant. Le bruit du café s'estompe en un bourdonnement lointain alors que les pièces du puzzle s'assemblent. Le règlement du divorce qui a laissé maman avec presque rien malgré l'infidélité de papa. L'affaire de succession actuelle où chaque décision favorise mon père malgré une jurisprudence claire en ma faveur. Il y a eu d'autres personnes touchées, poursuit René. Un activiste civil dont la mort a été classée comme un accident. Hélène le savait mais ne pouvait pas le prouver. Mes mains se mettent à trembler. Je pose ma tasse avant de la renverser. C'est beaucoup à encaisser. Je sais. Elle fouille dans son sac, fait glisser un petit carnet sur la table. Ne l'ouvrez pas ici. Mais quand vous le ferez, lanterne d'hiver était la phrase de vérification interne. Demandez à la commode de votre mère. Il pourrait y avoir quelque chose là-dedans qui confirme ce que je vous dis. Le monde bascule sous mes pieds. La résilience tranquille de maman pendant le divorce et après, ce n'était pas une faiblesse. C'était une protection. Elle ne s'est jamais battue contre les mensonges de papa sur son passé. N'a jamais contesté le règlement injuste. Parce qu'elle savait de quoi il était capable. Ce que lui et ses amis avaient fait. Est-ce que ma mère a été victime de chantage pour garder le silence pendant toutes ces années? La question m'échappe avant que je puisse la retenir. L'expression de René répond avant ces mots. Pas avec de l'argent. Avec la sécurité. Avec votre sécurité, en particulier. Des fragments de souvenirs refont surface, les avertissements critiques occasionnels de maman sur les hommes puissants et les systèmes conçus pour se protéger. Des commentaires que j'avais rejetés comme des propos amers de divorcer prennent maintenant un tout autre poids. Je dois réfléchir comme une enquêtrice, pas seulement comme une fille ou une avocate commise d'office. J'ai besoin de preuves, pas seulement des oui-dire d'une ancienne collègue de maman. Sans vouloir vous offenser. Aucune offense. Approche intelligente, approuve René d'un signe de tête. Mon esprit change de vitesse, réévaluant tout sous ce nouvel angle. Ce n'est pas seulement une bataille d'héritage. Il s'agit de garder des secrets enfouis. C'est pourquoi papa veut si désespérément les affaires de maman, non pas pour leur valeur monétaire, mais pour ce qu'elles pourraient révéler. La commode enchaîne, je murmure. Maman a spécifiquement mentionné la commode dans son testament. M'a fait promettre de la garder en sécurité. René ne confirme ni ne nie, mais ses yeux s'aiguisent d'intérêt. De retour au bureau de Clara une heure plus tard, je fais les 100 pas pendant qu'elle tape furieusement, fouillant dans les bases de données juridiques. Léonard a déposé une requête spécifique concernant le contenu de la commode hier, dit Clara en tournant son ordinateur portable vers moi. Il prétend une valeur sentimentale, mais le langage est particulier. Il est obsédé par l'idée d'obtenir cette commode en particulier. Il ne s'agit pas d'argent. La prise de conscience se cristallise. C'est la peur. Clara hoche lentement la tête. Sa réputation juridique et son partenariat seraient détruits si ce que vous suggérez est vrai. Utiliser des renseignements gouvernementaux confidentiels à des fins personnelles? Manipuler les assignations judiciaires? C'est la fin d'une carrière. Et la nomination judiciaire de Renaud serait compromise par les révélations de l'opération Port-Bleu, j'ajoute, voyant maintenant la situation dans son ensemble. Ils sont prêts à abuser de tout le système juridique pour se protéger. Clara ferme son ordinateur portable, l'expression grave. Ces hommes ont tout à perdre, Brigitte. Cela les rend dangereux. Nous ne savons même pas ce que la commode contient exactement qu'il est terrifiant tant. Le poids de cette connaissance s'abat sur moi. Mon simple cas d'héritage s'est transformé en quelque chose de bien plus complexe et potentiellement dangereux. Je libère mon emploi du temps, annonce Clara, me surprenant. Ce n'est plus seulement une affaire de succession. C'est une question de justice, non seulement pour votre mère, mais potentiellement pour d'autres. La carte de visite de René est posée sur le bureau entre nous. Elle a proposé d'aider à interpréter tous les documents que nous trouverons. Perspective du renseignement militaire. Et vous avez mentionné Cédric Moreau, demande Clara. Major à la retraite.
René dit qu'il serait prêt à corroborer si nous trouvons des preuves. Il était dans le soutien administratif sur Port-Bleu et a vu circuler les documents. Clara commence à écrire des noms sur son bloc-notes, établissant des liens. Donc, nous avons une expertise juridique, une expérience dans le renseignement, un témoin militaire potentiel. Sa voix s'éteint alors qu'elle continue de cartographier nos ressources. En regardant ce réseau émerge, une autre prise de conscience me frappe. Maman a construit ce filet de sécurité avant de mourir, je murmure. René m'a contacté trop rapidement after le début de l'affaire. Maman a dû laisser des instructions, des plans de secours. Ma gorge se serre. Elle savait qu'il s'en prendrait à ses affaires quand elle ne serait plus là. Clara tend la main sur le bureau, me serre la main. Alors, assurons-nous que ces préparatifs n'ont pas été vains. Je hoche la tête, la dernière demande de ma mère résonnant dans mon esprit. Ne le laisse pas prendre ça aussi, Brigitte. Promets-le-moi. Je le promets, je murmure, trop doucement pour que Clara puisse l'entendre. Cette nuit-là, j'ai passé mes doigts sur les sculptures de roses ornées de la commode en chêne de maman, me souvenant de sa carte d'anniversaire d'il y a 3 ans. Le message délavé à l'intérieur disait « Regarde toujours sous les roses, là où se cache la vraie beauté ». À l'époque, je pensais que c'était juste une de ces phrases poétiques. Mon ongle accroche quelque chose. Un minuscule interstice où le bois ne se joint pas tout à fait. J'appuie sur la sculpture de rose et j'entends un léger déclic. Pas possible, je murmure à la pièce vide. Un compartiment caché s'ouvre en glissant au bas de la commode. Mon cœur bat la chamade alors que je sors une enveloppe en manille, jaunie par le temps. À l'intérieur, des photos en noir et blanc tombent sur mes genoux. 2 jeunes hommes en uniforme militaire se tiennent à côté d'un équipement de surveillance. Je reconnais mon père immédiatement, sa posture est reconnaissable entre toutes, même 30 ans plus jeune. À côté de lui se tient Richard Renaud, maintenant juge Renaud, leurs bras nonchalamment passés sur les épaules l'un de l'autre. Derrière les photos se trouve un journal relié en cuir, l'écriture soignée de ma mère remplissant chaque page. Je feuillette des entrées s'étalant sur des années. 12 juin 1996, LVR ont encore surveillé la fille du sénateur Gardner aujourd'hui, l'utilisant pour faire pression sur lui concernant le projet de loi sur la défense. Cela dépasse toutes les bornes. 4 août, Jamie Winters a menacé de rendre l'affaire publique. Ils ont qualifié cela d'accident malheureux lorsque sa voiture est sortie de la route la nuit dernière. Je sais ce que j'ai vu dans les journaux de bord. 18 décembre, Léonard a reçu sa promotion aujourd'hui, 3 semaines après le succès de la surveillance de Gardner. Pas de coïncidence. Mes doigts tremblent alors que je relis les dates. Chacune des promotions soudaines de papa correspond à des opérations de surveillance détaillées dans le journal de maman. Le schéma est indéniable, chaque promotion suivant dans les semaines suivant des opérations éthiquement discutables. Elle a tout documenté. Nom, date, lieu. Des notes méticuleuses de quelqu'un qui comprenait la valeur des preuves tangibles. Son écriture soignée remplit page après page d'observations qui pourraient faire tomber des hommes puissants. Tu t'es assuré que j'aurais ce dont j'ai besoin, dis-je à sa photo sur la table de chevet. Pour la première fois depuis sa mort, je sens sa présence non pas comme une perte mais comme une force directrice. Je compose le numéro de Clara. J'ai trouvé quelque chose. Des preuves réelles de ce que René nous a dit. Sont-elles solides? Demande Clara, en mode avocate. Des photos, des entrées de journal, des dates qui correspondent exactement à ce que René a décrit. Je passe ma main sur le journal de maman. Clara, ils ont surveillé la fille d'un sénateur pour manipuler son vote. Et il y a un activiste nommé Jamie Winters qui est mort dans un accident suspect après avoir menacé de tout révéler. Silence sur la ligne. Puis, à quoi penses-tu? Je pense qu'il est temps que j'ai une conversation avec mon père. Le lendemain matin, les bureaux d'avocats de Laurent, Perrin et Dubois occupent le 32e étage d'un gratte-ciel du centre-ville. Des fenêtres allant du sol au plafond exposent la vue sur la Saône comme une peinture coûteuse que papa a achetée pour sa collection. Sa secrétaire essaie de m'arrêter. Mademoiselle Laurent, vous avez besoin d'un rendez-vous. Je passe devant son bureau. Il me recevra. Mon père lève les yeux de son ordinateur, l'agacement traversant son visage alors que j'entre dans son bureau. Brigitte, je prépare une réunion. Ça ne prendra pas longtemps. Je ferme la porte mais la laisse légèrement entr'ouverte, un choix intentionnel. Des témoins à proximité, mais de l'intimité pour ce qui va suivre.
J'ai placé une photo sur son bureau. Juste une. Les autres restent en sécurité dans le bureau de Clara. Papa baisse les yeux. Son visage pâlit. Sa main tremble légèrement contre l'acajou poli. J'ai trouvé le journal de maman et les photos de l'opération Port-Bleu, dis-je en observant sa réaction. Ses yeux s'écarquillent légèrement, confirmation que le nom de l'opération signifie quelque chose. Où as-tu eu ça? Sa voix a perdu son ton autoritaire habituel. Maman a gardé des dossiers, des photos, des journaux. Des comptes rendus détaillés de ce que vous et le juge Renaud avez fait. Je me penche en avant. Tu ne te bats pas pour 80 000 €, papa. Tu essaies de cacher ça. Il se lève, me dominant comme il le faisait quand j'étais enfant. Tu n'as aucune idée de ce à quoi tu joues. Ces questions étaient classifiées. Sécurité nationale. L'accident de Jamie Winters était aussi de la sécurité nationale. Sa mâchoire se crispe. J'ai touché un point sensible. Laisse tomber l'affaire d'ici vendredi, dis-je en ramassant la photo. Où je demanderai la récusation du juge Renaud avec ça comme pièce à conviction. Dossier public. Tu fais une erreur. Sa voix baisse en un murmure dangereux. Non, c'est toi qui as fait une erreur. Je me dirige vers la porte. Vendredi, papa. En sortant, je sens son regard brûler dans mon dos. La secrétaire me regarde passer, la curiosité se lisant clairement sur son visage. Dans l'ascenseur, j'expire. Mes mains tremblent alors que l'adrénaline parcourt mes veines. Pour la première fois dans ce combat, j'ai pris le dessus. Plus tard dans la soirée, Clara réécoute l'enregistrement du téléphone dans ma poche. Tu as parfaitement tenu bon, dit-elle en souriant. Ta voix n'a pas vacillé une seule fois. Nous sommes assises dans son appartement, des boîtes de plats à emporter étalées sur sa table basse. René étudie le journal de maman, hochant la tête de temps en temps. Votre mère a tout documenté, confirme René. Ces dates correspondent exactement à ce dont je me souviens. La surveillance de Gardner. L'accident de Jamie. Elle pointe une entrée. Cette note sur les ajustements des habilitations de sécurité, cela s'est passé exactement comme elle l'a décrit. Mon téléphone vibre avec un SMS de Cédric Moreau, le major à la retraite avec qui René m'a mis en contact hier. Je viens d'examiner les preuves. Elles correspondent à ce dont j'ai été témoin pendant mon service là-bas. Je témoignerai si nécessaire. Nous avons un autre allié, je leur dis en montrant le message. Et peut-être un de plus, ajoute Clara. Joyce du bureau du greffier a mentionné qu'elle avait remarqué des irrégularités dans la façon dont votre affaire a été traitée. Elle est prête à signer une déclaration sous serment. Je m'enfonce dans le canapé, submergé par ce changement de dynamique. Pendant des mois, je me suis sentie impuissante face à l'influence de papa. Maintenant, j'ai des preuves, des alliés et un moyen de pression. Maman s'est assurée que j'aurais tout ce dont j'avais besoin pour me défendre. Je passe mes doigts sur la couverture usée du journal. Elle savait que ce jour pourrait arriver. René se resserre un verre de vin. Et maintenant? Est-ce que vous visez la victoire complète maintenant, ou vous attendez leur réponse? La question reste en suspens. Vendredi est dans 2 jours. Papa va soit capituler, soit intensifier. Je lui ai montré une photo, dis-je lentement. Il sait que j'en ai d'autres, mais pas combien. Voyons ce qu'il fait d'abord. Clara hoche la tête. Malin. Force-le à faire le prochain pas, je ferme le journal, sentant la présence de maman dans chaque page soigneusement documentée. Ce n'est que le début. La vraie bataille, avec des enjeux bien plus élevés, est encore à venir. Lundi matin, les portes de la salle d'audience se referment derrière moi avec un bruit sourd alors que je sors des appartements du juge Renaud. Mes mains tremblent légèrement alors que je serre la pile de documents juridiques contre ma poitrine. Ils ont déposé une requête d'urgence, dis-je à Clara, qui attend dans le couloir. L'équipe de mon père prétend que la commode de maman pourrait contenir des informations classifiées liées à la sécurité nationale. Les sourcils de Clara se haussent. C'est une escalade sérieuse. Léonard se tenait là avec cette expression solennelle, parlant de son devoir de protéger les informations sensibles. J'imite son ton grave. Si le tribunal autorise un accès sans restriction à des documents potentiellement classifiés, nous pourrions involontairement compromettre les protocoles de sécurité nationale. Nous poussons les portes du palais de justice pour nous retrouver dans le vif après-midi de Lyon. Le contraste entre la salle d'audience sombre et le soleil m'aveugle momentanément.
Et Renaud a simplement hoché la tête, ai-je poursuivi, disant que le tribunal devait examiner attentivement les informations potentiellement classifiées avant de procéder. Clara me guide vers un banc sous un érable, dont les feuilles pourpres tombent sur la pelouse du palais de justice. C'est tout droit sorti du manuel des tactiques dilatoires. J'ai déjà vu ça dans des affaires de lanceurs d'alerte. Elle feuillette les documents de la requête. Ils essaient de vous effrayer avec de possibles accusations criminelles pour possession de documents classifiés. Mon estomac se serre. Des accusations criminelles. Pour un héritage que ma mère m'a spécifiquement laissé? C'est une tactique de pression. Ils savent que la commode contient quelque chose de compromettant. Clara tapote le document. Mes recherches montrent cette même approche dans 3 autres affaires de lanceurs d'alerte d'anciens employés du renseignement. Retardés, intimidés, puis réglés à l'amiable avec des accords de non-divulgation en béton. Alors, que faisons-nous? Je demande, en regardant un concierge balayer les feuilles mortes des marches du palais de justice. Clara se penche plus près, baissant la voix malgré la cour vide. Nous préparons une voie parallèle. Continuez l'affaire de succession mais déposez simultanément une plainte auprès du comité d'éthique judiciaire concernant les liens de Renaud avec le cabinet de votre père. C'est risqué, dis-je. Et s'ils intensifient encore? Ils sont déjà en train d'intensifier. Clara soutient mon regard. La question est de savoir si nous ripostons ou si nous nous couchons. Le soleil de l'après-midi projette de longues ombres sur les marches du palais de justice alors que j'examine nos options qui s'amenuisent. Au bureau du défenseur public plus tard dans la journée, mon superviseur, Liam, passe près de mon box. Sa présence ressemble à un nuage d'orage dans notre espace de travail déjà exigu. Brigitte, pouvons-nous parler de vos comparutions au tribunal cette semaine? Son ton suggère que ce n'est pas une simple vérification de routine. Je minimise les recherches que je faisais sur les plaintes pour manquement à l'éthique judiciaire. Bien sûr. Vous avez manqué 3 audiences préliminaires ce mois-ci. Rachel a dû couvrir votre affaire de mineur hier. Mes joues brûlent. Je sais. J'ai eu affaire à des problèmes personnels. Vos collègues portent un poids supplémentaire pendant que vous gérez cette situation d'héritage. Les yeux de Liam se posent sur la pile de documents de succession sur mon bureau. Je comprends que les affaires familiales sont importantes, mais vos dossiers ici nécessitent toute votre attention. J'ai travaillé la nuit pour rester à jour, dis-je en montrant les cernes sous mes yeux. Je n'ai rien laissé passer entre les mailles du filet. Assurez-vous simplement que cela reste ainsi. Son expression sceptique indique qu'il n'est pas convaincu. La défense publique n'est pas seulement un travail, Brigitte. La liberté des gens dépend de notre présence. Après son départ, je laisse tomber ma tête dans mes mains. La pression financière de cette affaire vide mes modestes économies. La nuit dernière, j'ai calculé le coût de la poursuite aux tarifs actuels. Je serai complètement fauché dans 2 mois, à moins que je ne prenne des missions supplémentaires ou que j'abandonne l'affaire. Mon téléphone vibre avec un texto de Clara. Appelle-moi dès que possible. Je sors dans la petite cour derrière notre bâtiment. Des nuages gris sont arrivés, correspondant à mon humeur. Que s'est-il passé? Je demande quand elle répond. L'équipe juridique de votre père vient de déposer des requêtes supplémentaires. Il demande que toutes les copies de tout document lié à la commode soient remises au tribunal. Je m'appuie contre le mur de briques. Je ne peux pas continuer à prendre des congés pour ça. Mon superviseur m'a déjà averti aujourd'hui au sujet de mes absences. Ce n'est pas tout, dit Clara. Je pense que quelqu'un surveille mon bureau. La même voiture est garée de l'autre côté de la rue depuis 3 jours. Mon épuisement s'approfondit. Ce matin, j'ai reçu un appel anonyme me disant d'abandonner l'affaire avant que ça n'aille trop loin. Juste une voix que je n'ai pas reconnue. Puis ils ont raccroché. L'as-tu signalé? Qu'est-ce que je dirais? Quelqu'un a fait une menace vague. Je donne un coup de pied dans un caillou sur le béton. La nuit dernière, on a forcé ma voiture. Rien n'a été volé, mais mes dossiers ont été clairement fouillés. La police a qualifié ça de vandalisme aléatoire. Brigitte, la voix de Clara devient sérieuse. Ils essaient de vous intimider parce qu'ils ont peur. Cela prouve que nous sommes sur quelque chose d'important. Je regarde la pluie commencer à moucheter le trottoir. Est-ce que rendre justice à maman vaut la peine de risquer tout ce que j'ai construit? Mon travail? Mes économies? Peut-être même ma sécurité? La question reste en suspens entre nous,
ponctuée par la pluie qui s'intensifie. Ce soir-là, j'organise des dossiers dans mon appartement quand mon téléphone a sonné. C'est Joyce, la greffière du tribunal avec qui je me suis lié d'amitié pendant ma première année en tant que défenseur public. Brigitte, je ne devrais pas vous dire ça, chuchote-t-elle, mais le juge Renaud a eu une réunion privée avec votre père la semaine dernière. Sans avocat. Sans trace au dossier. Mon cœur bat la chamade. Vous en êtes certaine? Je les ai vus moi-même. Ils ont utilisé l'entrée privée de la chambre de Renaud, mais je déposais des transcriptions à côté. Joyce fait une pause. Ce n'est pas la première fois que je remarque des irrégularités avec Renaud. D'autres avocats ont mentionné des schémas dans ces décisions qui favorisent systématiquement certains cabinets, y compris celui de votre père. Pouvez-vous l'attester dans une déclaration sous serment? Je saisis un bloc-notes. Joyce, cela pourrait être crucial pour notre affaire. Les communications ex parte sont de graves violations de l'éthique. Il y a plus, dit-elle. J'ai surpris une conversation entre le greffier de Renaud et l'assistante de votre père. Apparemment, le cabinet de Léonard s'occupe de toutes les affaires fiscales personnelles de Renaud, depuis des années. Les pièces s'emboîtent. C'est un conflit d'intérêts évident. Je dois y aller, dit soudain Joyce. Faites attention, Brigitte. Cela dépasse le cas de votre mère. J'ai vu des schémas similaires dans au moins 6 autres affaires devant Renaud rien que cette année. Après avoir raccroché, je reste assise, immobile, digérant cette révélation. Cela va au-delà d'une vendetta personnelle contre ma mère. Cela suggère un abus judiciaire systématique affectant d'innombrables autres personnes qui n'ont pas les ressources ou les connaissances pour se défendre. J'appelle Clara immédiatement. Nous devons nous parler en personne, pas au téléphone. 1 heure plus tard, nous sommes assises dans le bureau de Clara, les stores baissés. Elle a vérifié la présence de micros peut-être par excès de prudence, mais les événements récents justifient la paranoïa. Joyce a confirmé que Renaud avait eu des réunions privées avec mon père, je lui dis, et le cabinet de Léonard s'occupe des impôts de Renaud. Clara hoche lentement la tête. Cela explique le schéma que j'ai découvert dans les décisions de Renaud. C'est plus gros que nous ne le pensions. Il ne s'agit plus seulement de maman, dis-je, une détermination nouvelle remplaçant mon doute antérieur. Il s'agit de tous ceux qu'ils ont blessés par cette corruption. Nous passons les 2 heures suivantes à élaborer notre stratégie. Nous poursuivrons l'affaire de succession tout en préparant une plainte judiciaire détaillée avec les preuves de Joyce. Les violations de l'éthique nous donnent un moyen de pression sans révéler que nous sommes au courant du matériel classifié pour l'instant. Nous devons agir rapidement, prévient Clara. Votre père fait pression pour l'acquisition immédiate de la commode. L'urgence suggère que quelle que soit la preuve qui existe, elle pourrait avoir une composante temporelle. Je hoche la tête, me sentant plus résolu que je ne l'ai été depuis des semaines. J'ai déplacé les documents clés dans un coffre-fort de banque. Des copies sont chez des amis de confiance au cas où quelque chose arriverait. La pluie s'abat contre les fenêtres alors que nous finalisons nos plans. Le chemin à parcourir reste semé d'embûches, mais pour la première fois, j'ai l'impression que nous avons une chance de nous battre. Ils deviennent désespérés, dis-je à Clara alors que je me prépare à partir. Cela signifie que nous sommes en train de gagner. En sortant dans la nuit orageuse, je porte non seulement le combat de ma mère, mais aussi un but plus large qui rend chaque sacrifice valable. L'appel de Marc Dubois arrive à 7h30 le mardi matin, interrompant ma première gorgée de café. Sa voix porte une urgence inhabituelle. Mademoiselle Laurent, mon client aimerait organiser une conférence de règlement immédiate. Aujourd'hui, si possible. J'ai failli laisser tomber ma tasse. Après des mois de retards agressifs et d'obstacles procéduraux, ce changement soudain ressemble à un piège. Pourquoi cette précipitation, je demande, faisant signe à Clara de l'autre côté de ma table de cuisine. Elle lève les yeux de son bloc-notes, les sourcils haussés. Mon client est prêt à retirer toutes ses objections à l'héritage, dit Dubois doucement. Léonard pense que cela a assez duré. Clara griffonne une note et me la fait glisser. N'accepte rien. Nous pouvons nous rencontrer à mon bureau à midi, dis-je, gagnant du temps pour me préparer. Clara m'accompagnera. Bien sûr, répond Dubois, trop conciliant pour être digne de confiance. 3 heures plus tard, nous étions assises en face de Dubois dans son luxueux bureau du centre-ville. La vue sur la Saône s'étend derrière lui, une démonstration de pouvoir calculé. Mon père n'est pas présent, un autre choix stratégique. Allons droit au but,
commence Dubois, faisant glisser un document sur l'acajou poli. Léonard est prêt à abandonner toutes ses revendications contre la succession de votre mère. Vous recevez l'intégralité de l'héritage tel que stipulé à l'origine dans son testament, les économies, la maison de ville, tout. Je parcours les documents, attendant le piège. Clara se penche en avant, professionnelle mais méfiante. Tout ce qu'il demande, continue Dubois en observant mon visage, c'est que vous renonciez à la commode en chêne antique et à son contenu, un héritage familial de son côté, comme vous le savez. La commode. Le dernier sanctuaire de maman, où elle gardait ses biens les plus précieux. Le mystérieux journal que René avait mentionné pourrait être à l'intérieur. La commode a appartenu à ma mère pendant 20 ans après le divorce. Il ne l'a jamais voulu avant. Dubois ajuste sa cravate. Mon client a eu le temps de réfléchir à l'héritage familial. La commode a une valeur sentimentale. Non, dis-je sèchement. La commode reste avec moi. Quelque chose vacille dans les yeux de Dubois. De la frustration, peut-être, ou un nouveau calcul. Il attrape un autre document. Très bien. Léonard est prêt à faire un autre compromis. Gardez la commode elle-même, mais remettez le journal et les photographies qui se trouvent à l'intérieur. C'est tout. Mon pouce accélère. Ils connaissent l'existence du journal, ce qui signifie qu'ils savent exactement ce qu'il contient. De plus, dit Dubois en faisant glisser un autre papier, Léonard est prêt à offrir un règlement financier substantiel au-delà de l'héritage. 200 000 euros. 200 000 euros. Le chiffre me frappe comme un coup physique. Mon salaire de défenseur public couvre à peine mon loyer et mes prêts étudiants. 200 000 euros changerait tout. Ce règlement mettrait fin à vos soucis financiers, insista Dubois, sentant mon hésitation. Vous pourriez rembourser vos prêts, peut-être même verser un acompte sur une maison. Sécuriser votre carrière sans cette lutte constante. Clara reste silencieuse à côté de moi, me laissant le temps de digérer. L'offre est là, devant moi, la liberté de dette, de vérifier constamment mon solde bancaire, de prendre des quarts de travail supplémentaires pour joindre les deux bouts. Je dois mentionner, ajoute Dubois avec une nonchalance étudiée, que cette offre expire à la fin de la journée d'aujourd'hui. Léonard veut que cela soit résolu immédiatement. De retour au bureau de Clara, je fais les 100 pas pendant qu'elle examine les documents de règlement. C'est votre décision, Brigitte, dit-elle finalement. Vous avez déjà atteint votre objectif initial. La maison, les économies, tout est à vous en vertu de cet accord. Mais à quel prix? J'arrête de faire les 100 pas, regardant la ligne d'horizon de Lyon. Si je remets ce journal, qu'adviendra-t-il de la vérité? Et des autres victimes potentielles? Clara pose les papiers. Il n'y a aucune garantie que nous gagnerons le combat plus large. Ce règlement est une chose sûre. La voix familière de ma mère résonne dans ma mémoire. J'avais 16 ans et je subissais des pressions pour tricher à un examen final d'histoire. L'intégrité compte le plus quand elle coûte quelque chose, avait-elle dit. N'importe qui peut faire ce qui est juste quand c'est facile. Si je règle, dis-je lentement, j'obtiens l'héritage, mais j'abandonne toute chance de responsabilisation. Pour maman, pour tous ceux qu'ils ont blessés. Le stress et l'incertitude continueront si vous refusez, souligne Clara. Cette bataille juridique pourrait s'étirer sur des années. De l'autre côté du couloir, l'assistant juridique de Clara jette un coup d'œil. Prends l'argent et cours, conseille-t-il. Ces types puissants gagnent toujours de toute façon. Le jeune associé du bout du couloir a un point de vue différent. Certains principes valent la peine de se battre, même lorsque les chances sont minces. Je reconnais le schéma. Ce moment reflète le choix de mon père il y a des décennies. Compromis moral pour un gain personnel. Le chemin de la moindre résistance. Je fixe les papiers du règlement, quelque chose me tracasse. Pourquoi maintenant? Après des mois de tactiques agressives, pourquoi offrir ce règlement généreux? Clara tapote son stylo contre son bloc-notes. C'est la question, n'est-ce pas? Je saisis mon ordinateur portable, cherchant plus attentivement dans les documents de règlement. Là, enfoui dans le paragraphe 14, un accord de non-divulgation complet. Silence permanent sur toutes les questions liées au passé de ma mère, aux procédures judiciaires et à tout ce qui se trouve dans ses effets personnels. L'accord de non-divulgation empêcherait toute plainte pour manquement à l'éthique contre le juge Renaud, je réalise à voix haute. Nous ne pourrions rien utiliser de ce que nous avons trouvé comme preuve. Les yeux de Clara s'écarquillèrent.
Elle se tourne vers son ordinateur, tapant rapidement. Il y a une réunion du Conseil supérieur de la magistrature le mois prochain, dit-elle. Le nom de Renaud est à l'ordre du jour. J'ai un contact au sein du Conseil, apparemment, il y a eu une enquête préliminaire sur ces décisions. Les pièces s'emboîtent. Léonard ne s'inquiète pas de la commode ou de l'héritage. Il essaie de résoudre cette affaire avant qu'une enquête externe ne puisse faire le lien. Ma décision se cristallise. Je saisis mon téléphone et compose le numéro de Dubois. Mademoiselle Laurent, répond-il doucement. Avez-vous pris votre décision? Oui. Je ne suis pas intéressé à être acheté comme les autres. Une pause. Vous faites une grave erreur, dit Dubois, sa voix se durcissant. Certaines offres ne se présentent pas deux fois. Je prendrai mes chances, je réponds. Ma mère méritait la justice, pas seulement un règlement. Après avoir raccroché, je croise le regard de Clara de l'autre côté de son bureau. Tu réalises ce que cela signifie, demande-t-elle. Ils vont nous attaquer plus durement maintenant. Je hoche la tête, un calme étrange s'installant en moi. Je sais. Mais maintenant, nous savons pourquoi ils sont si désespérés. Et les gens désespérés font des erreurs. Clara sourit légèrement. Votre mère serait fière. Peut-être, dis-je en ramassant les papiers du règlement jeté. Mais ce n'est pas pour ça que je le fais. Je le fais parce que c'est juste. Une semaine après avoir rassemblé les preuves, j'étale les documents sur la table de conférence de Clara, chaque pièce à conviction étant un pas vers la justice. Le journal de maman est ouvert à côté des dossiers fiscaux, des photographies et de la déclaration sous serment fraîchement signée du major Cédric Moreau. Nous avons tout ce dont nous avons besoin, dit Clara en tapotant la requête formelle de récusation du juge Renaud. Ces violations de l'éthique sont irréfutables. Sa relation avec votre père pendant Port-Bleu, le schéma de décision partiale, les liens financiers, tout est là. Je passe mes doigts le long du bord du journal de maman, les pages usées par mes lectures répétées. Et nous sommes certains que cette stratégie ne garde les informations classifiées qu'en dernier recours? Absolument. Clara organise les documents en piles précises. Les violations de l'éthique judiciaire sont notre angle principal. Nous n'avons pas besoin d'exposer les détails opérationnels de Port-Bleu, à moins qu'ils ne nous y forcent. René Bernard hoche la tête, faisant glisser un document sur la table. J'ai préparé cette note d'information expliquant la structure de Port-Bleu sans enfreindre les protocoles de sécurité. Elle établit le lien sans révéler d'opérations classifiées. Et j'ai demandé une date d'audience accélérée, ajoute Clara. Chaque jour leur donne plus d'opportunités de falsifier les preuves. Cédric Moreau, les cheveux argentés et la posture militaire intacte malgré sa retraite, relit une dernière fois sa déclaration sous serment. J'ai corroboré les éléments clés du journal d'Hélène. Les réunions entre Léonard et Renaud pendant le projet, leur accès non autorisé aux données de surveillance, tout ce qui compte. Maintenant, nous élaborons le récit public, dit Clara en affichant une présentation sur son ordinateur portable. Violation de l'éthique judiciaire, pure et simple. Pas de détails classifiés, juste un juge qui n'a pas divulgué d'importants conflits d'intérêts. Je me lève, m'entraînant aux réponses posées que nous avons répétées pendant des heures. Lorsque la juge Mercier posera des questions sur la nature de leur relation, j'expliquerai que mon père et le juge Renaud ont travaillé ensemble sur un contrat gouvernemental, ont maintenu des liens financiers et ont délibérément dissimulé cette histoire. Clara sourit. Parfait. Direct, factuel et convaincant. La porte du bureau s'ouvre sans avertissement. Mon père se tient dans l'embrasure, son apparence me choquant au point de me réduire au silence. Léonard Laurent, toujours impeccablement vêtu, a l'air débraillé, sa cravate de travers, ayant visiblement perdu du poids, des cernes sombres ombrant ses yeux. Vous n'avez aucune idée de ce que vous risquez, dit-il, ignorant tout le monde dans la pièce. Il faut que ça s'arrête maintenant, Brigitte. Clara s'interpose entre nous. Monsieur Laurent, vous n'êtes pas le bienvenu ici. Toute communication doit passer par les canaux appropriés. Il l'ignore, son regard fixé sur moi. Il ne s'agit plus seulement de l'héritage de votre mère, vous jouez avec le feu. Je l'étudie, notant le tremblement de ses mains, l'affaissement inhabituel de ses épaules. Pour la première fois depuis le début de cette bataille, je vois de la peur derrière sa colère. Votre préoccupation est notée, dis-je, surprise par ma voix ferme. Mais je ne reculerai pas, le juge Renaud a annulé 3 audiences pour des raisons de santé, m'informe Clara after le départ de mon père, escorté par la sécurité de l'immeuble.
Mes sources chez Garnier et Bertrand disent que les associés remettent en question la gestion de votre affaire par Léonard. Ils craignent d'être exposés. Je regarde par la fenêtre, repérant la berline banalisée qui me suit entre le travail et la maison depuis une semaine. Ils ont peur. Bien, dit Clara. J'ai fait fuiter une information au Progrès concernant le dépôt d'une motion de récusation judiciaire inhabituelle. La pression augmente la surveillance. Coordonnent-ils leur réponse, demande René. Clara secoue la tête. Pas efficacement. Léonard veut régler ça discrètement. Renaud veut se battre publiquement, invoquant des raisons de sécurité nationale. Ils se sapent mutuellement. Plus tard dans la soirée, nous recevons un avis d'audience d'urgence prévu devant la juge Mercier concernant la motion de suppression temporaire des informations. Notre stratégie de présentation minutieuse est soudainement mise à l'épreuve. Nous présentons les violations de l'éthique sans les détails classifiés, conseille Clara alors que nous nous préparons. Juste assez pour établir le schéma. S'il invoque la sécurité nationale, nous contre-attaquons avec votre expérience de défenseur public. Vous avez déjà traité des questions d'habilitation de sécurité. Je hoche la tête, arrangeant les documents pour un impact maximal. Révélation par couche. Nous montrons d'abord les problèmes de surface, gardant les preuves plus profondes en réserve. L'équipe travaille toute la nuit, anticipant chaque contre-argument, se préparant à la confrontation à venir. Quand tout le monde est enfin parti, je ferme les yeux, pratiquant les techniques de méditation que mon conseiller m'a recommandées pour gérer l'anxiété au tribunal. Le poids de l'audience s'abat sur moi. La pluie tape contre les fenêtres alors que je conduis vers le cimetière, ayant besoin de ce moment seul avant que tout ne change. Debout devant la tombe de maman, je trace la gravure sur sa pierre tombale, Hélène Fournier-Laurent, mère bien-aimée. Aucune mention de son service, de son sacrifice, ou des secrets qu'elle a emportés pour me protéger. Je comprends maintenant, maman, je murmure, la pluie se mêlant à mes larmes. Pourquoi tu es restée silencieuse si longtemps, pourquoi tu m'as mise en garde contre eux? Mais je ne vivrai plus dans cette ombre. Je dépose des fleurs fraîches à côté de son nom, puis je retourne à ma voiture. Demain changera tout. Le matin arrive avec le dernier conseil de Clara alors que nous approchons des marches du palais de justice. Une fois que nous aurons présenté cela en audience publique, il n'y aura pas de retour en arrière, prévient-elle. Les retombées seront importantes. Je touche le médaillon de maman autour de mon cou, contenant la seule photo de nous deux qui ait survécu à la purge vindicative de mon père après le divorce. Maman a passé des années réduites au silence par la peur, dis-je en redressant les épaules. Je ne le serai pas, leur avocat s'approche avec des papiers de règlement. Je secoue la tête sans même regarder l'offre. Clara se tient à mes côtés, René et Cédric nous flanquant en solidarité silencieuse. Les documents que nous avons si soigneusement organisés sont rangés en toute sécurité dans ma mallette, chaque page étant un morceau de la vérité que j'ai passé des mois à assembler. Je prends une profonde inspiration, me sentant étrangement calme alors que nous montons les marches du palais de justice. La voiture banalisée est garée de l'autre côté de la rue. La Mercedes de mon père s'arrête au trottoir. La réputation du juge Renaud, la carrière de mon père, leur décennie de manipulation, tout repose sur l'audience d'aujourd'hui. Pour la première fois depuis le début de cette bataille, je ne ressens aucune anxiété, aucun doute, aucune hésitation. Pour la première fois, dis-je à Clara alors que nous atteignons les portes, je n'ai plus peur d'eux. La salle d'audience bourdonne d'activité, des avocats regroupés en petits groupes attendent leurs affaires sur le calendrier chargé de la juge Mercier. Je suis assise à côté de Clara, le dos droit contre le banc en bois dur, observant la porte. Mon cœur bat régulièrement contre mes côtes, non pas avec l'anxiété comme lors des audiences précédentes, mais au rythme calme de quelqu'un qui sait exactement ce qui va se passer. « Êtes-vous prête ?» murmure Clara, arrangeant nos dossiers sur la table devant nous. Je hoche la tête, mes yeux fixés sur l'entrée alors que mon père entre d'un pas décidé avec Marc Dubois. L'assurance habituelle de Léonard semble diminuer aujourd'hui, ses épaules tendues sous son costume sur mesure. Il jette un coup d'œil dans ma direction, son expression se durcissant en voyant mon attitude calme. Qu'est-ce qu'elle prépare? Je l'entends marmonner à Dubois alors qu'ils prennent place à la table adverse. L'huissier appelle la cour à l'ordre alors que la juge Marie Mercier entre. C'est une femme dans la cinquantaine, aux cheveux parsemés de mèches argentées et des lunettes de lecture perchées sur son nez. Sa réputation de rigueur la précède exactement ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Je comprends que nous avons plusieurs requêtes devant la cour, dit la juge Mercier en feuilletant des papiers, y compris un dépôt de dernière minute de la part de l'avocat du défendeur.
Dubois se lève. Votre honneur, étant donné la nature sensible des allégations dans la motion de récusation de mademoiselle Laurent, nous avons déposé une motion pour sceller ces procédures pour des raisons de sécurité nationale. Une vague d'intérêt parcourt les avocats qui attendent leurs affaires. Les sourcils de la juge Mercier se haussent légèrement alors qu'elle examine les nouveaux documents, prenant son temps. Je regarde Léonard jouer avec ses boutons de manchette en or, une habitude nerveuse que je reconnais de mon enfance. Il se penche pour murmurer de toute urgence à Dubois, qui hoche la tête sans le regarder. Maître Martin, dit enfin la juge Mercier, vous pouvez procéder à votre argumentation concernant la motion de récusation. Clara se lève, sa voix claire et mesurée. Merci, votre honneur. Cette motion de récusation porte sur des violations éthiques claires qui ont compromis l'équité de ces procédures. Dubois l'interrompt en se levant rapidement. Votre honneur, ces allégations concernent des questions de sécurité nationale sensibles qui ne devraient pas être débattues dans une salle d'audience ouverte. La juge Mercier le regarde par-dessus ses lunettes. Je comprends votre préoccupation, maître, mais j'ai besoin de plus de précision. De quoi discutons-nous exactement qui implique la sécurité nationale sans révéler de détails classifiés? Clara croise brièvement mon regard avant de répondre. Votre honneur, nous avons des preuves documentées de communication ex parte entre l'avocat de la partie adverse, Monsieur Laurent, et le juge Renaud, qui violant l'éthique judiciaire. Ces communications ont eu lieu en dehors des canaux appropriés et ont directement influencé les décisions dans cette affaire. Léonard griffonne frénétiquement sur un bloc-notes, le tendant à Dubois avec une urgence à peine dissimulée. La sueur perle sur son front malgré la fraîcheur de la salle d'audience. De plus, poursuit Clara en ouvrant un dossier, nous avons la preuve que le juge Renaud s'est occupé des affaires fiscales personnelles de Monsieur Laurent au cours des 3 dernières années tout en présidant cette affaire, un conflit d'intérêts évident qui n'a jamais été divulgué. L'expression de la juge Mercier change, une préoccupation évidente se lisant dans le resserrement de sa bouche. Ce sont de graves allégations, maître Martin. Nous avons la documentation, votre honneur. Clara fait glisser le dossier vers l'avant. Des relevés bancaires montrant des paiements du cabinet de Léonard Laurent à l'entreprise de conseil privé du juge Renaud, de la correspondance concernant la stratégie fiscale et des comptes rendus de réunion pendant la durée de cette affaire. La juge examine les documents, son froncement de sourcils s'accentuant à chaque page. Léonard regarde droit devant lui maintenant, ses jointures blanches là où il serre le bord de la table. La Cour entendra l'intégralité de la motion de récusation sans sceller le dossier, annonce enfin la juge Mercier. Maître Dubois, votre motion de scellement est rejetée. Veuillez informer le juge Renaud que sa présence est requise. Un officier de justice part le chercher. Les minutes s'étirent dans un silence inconfortable. D'autres avocats observent avec une curiosité non dissimulée. Finalement, la porte s'ouvre et le juge Renaud entre. Sa présence imposante habituelle est diminuée. Son visage est livide alors qu'il prend place à côté du banc. Avant de procéder, dit la juge Mercier, je dois aborder la motion de récusation déposée contre le juge Renaud dans l'affaire de la succession Fournier. Le juge Renaud s'éclaircit la gorge. Bien que je ne vois aucun conflit d'intérêt direct qui nécessiterait ma récusation. Je me lève, ma chaise raclant contre le sol. Lanterne d'hiver. Port bleu. 4 mots. 4 mots simples qui tombent dans la salle d'audience comme des pierres dans l'eau calme, créant des ondulations de silence qui se propagent jusqu'à ce que tous les yeux soient rivés sur moi. Léonard se lève à moitié de sa chaise, une panique nue traversant son visage avant qu'il ne puisse se ressaisir. Le juge Renaud se fige, ses jointures blanchissant là où elles agrippent la coudoir de sa chaise. Votre honneur, je continue, ma voix ferme, ma mère a tout documenté avant sa mort. Elle a servi dans le renseignement des transmissions, pas comme employée de bureau comme mon père l'a toujours prétendu. Mademoiselle Laurent, interrompt Dubois, c'est très inapproprié, votre honneur. Je poursuis, m'adressant à la juge Mercier tout en ignorant Dubois. Je suis prête à soumettre ces preuves au Conseil supérieur de la magistrature si nécessaire. Mais je crois que le juge Renaud comprend exactement ce que ces documents contiennent. Un homme se lève du fond de la salle d'audience, Cédric Moreau dans son costume impeccable, son allure militaire reconnaissable même en civil. Votre honneur, je suis le major Cédric Moreau, à la retraite. J'étais un officier commissionné présent lors de l'opération Port Bleu. Je peux vérifier l'authenticité des documents auxquels mademoiselle Laurent fait référence. La salle d'audience se fige complètement. Chaque avocat présent comprend l'importance de ce qui se passe, même sans connaître les détails.
Le personnel du tribunal échange des regards. Ce n'est plus seulement un autre litige de succession, mais quelque chose qui sera discuté dans les cercles juridiques pendant des mois. Je croise le regard de mon père de l'autre côté de la pièce. Nous ne cherchons pas à nuire à la sécurité nationale. Nous cherchons justice pour ma mère, dont les dernières volontés ont été entravées par une influence indue. Le juge Renaud fixe ses mains pendant un long moment avant de relever la tête. Ce tribunal accordera la motion de récusation. Je me récuse par la présente de toutes les affaires relatives à la succession d'Hélène Fournier et j'ordonne que l'affaire soit réassignée à la juge Marie Mercier. La bouche de la greffière s'ouvre légèrement de surprise, ses doigts s'arrêtant au-dessus de son clavier avant de continuer à taper. Léonard se penche en arrière sur sa chaise, le combat visiblement l'abandonnant. Votre honneur, dit Dubois, nous demandons une suspension immédiate pour réévaluer notre position à la lumière de ces développements. La juge Mercier hoche la tête. La cour suspendra la séance pendant 30 minutes. Alors que les gens sortent de la salle d'audience, Léonard s'approche de moi dans l'allée, se tenant assez près pour que je sois la seule à l'entendre. Tu n'as aucune idée de ce que tu fais, murmure-t-il, le désespoir perçant dans sa voix. Je le regarde droit dans les yeux, si semblable aux miens. Je sais exactement ce que je fais. Laisse tomber l'affaire, présente des excuses publiques pour avoir remis en question la compétence de maman, et ça n'ira pas plus loin. Il scrute mon visage, cherchant peut-être la petite fille qui cherchait autrefois son approbation, qui croyait en son infaillibilité. Au lieu de cela, il ne trouve que la détermination de son ex-femme se refléter en retour. Tu fais une erreur, dit-il, mais la menace sonne creux maintenant. Non, papa. L'erreur a été de penser que maman ne se protégerait pas. Elle savait que tu t'en prendrais à sa succession. Elle s'y est préparée. Le nouveau rapport de force s'installe entre nous comme un courant invisible. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon père reculer. Plus tard dans l'après-midi, Dubois a déposé un avis de désistement volontaire. Nous sommes assises devant la juge Mercier alors qu'elle examine l'historique de l'affaire avec un scepticisme évident. Je vois de nombreuses irrégularités de procédure dans les audiences précédentes, note-t-elle en feuilletant le dossier. Compte tenu du désistement volontaire et de mon examen du testament original et des dossiers médicaux, le tribunal conclut qu'Hélène Fournier était saine d'esprit lors de l'exécution de son testament. La succession sera répartie selon ses volontés. Un soulagement m'envahit comme une vague chaude. 8 mois de lutte, à voir la dignité de ma mère remise en question, enfin terminée. De plus, poursuit la juge Mercier, le juge Renaud s'est officiellement récusé de toutes les affaires liées aux familles Laurent et Fournier. À l'extérieur de la salle d'audience, un journaliste du journal juridique local nous approche. Mademoiselle Laurent, puis-je avoir un commentaire sur cette résolution de cas inhabituelle ? Des rumeurs circulent sur des informations classifiées et une inconduite judiciaire. Il s'agissait d'honorer les dernières volontés de ma mère, dis-je, gardant une voix neutre. Rien de plus. Alors que le journaliste s'éloigne, la greffière, Joyce, passe avec une brassée de dossiers. Elle s'arrête à côté de moi. J'ai déposé un rapport interne sur les audiences précédentes, dit-elle doucement. Ce qui s'est passé n'était pas juste. Clara me serre le bras alors que nous nous dirigeons vers l'ascenseur. Nous avons gagné. Complètement. Je hoche la tête, pensant à la déclaration publique de mon père publiée quelques minutes plus tôt, je retire toute suggestion selon laquelle mon ex-femme était diminuée lors de la rédaction de son testament. Les portes de l'ascenseur se ferment, et pour la première fois depuis la mort de ma mère, je me laisse pleurer, non pas de chagrin, mais de soulagement. La réputation de maman reste intacte. Ses modestes économies, la maison de ville où j'ai grandi, et la commode en chêne contenant ses journaux et ses photographies resteront avec moi, comme elle l'avait prévu. Plus tard, je me tiens dans cette maison de ville, passant mes doigts sur le couvercle sculpté de la commode qui a déclenché toute cette bataille. À l'intérieur se trouvent les preuves qui ont fait tomber mon père, des noms d'opérations classifiés écrits de l'écriture soignée de ma mère, des documents qui reliaient le juge Renaud à Léonard par de vieux contrats militaires, la preuve de leur longue association qui aurait dû être divulguée. On l'a fait, maman, je murmure à la pièce vide. On l'a fait. La commode contient bien plus qu'un simple levier juridique. Elle renferme la véritable histoire de ma mère, la femme qu'elle était avant de devenir ma mère, avant de rencontrer Léonard Laurent. Les médailles qu'elle n'a jamais exposées, les félicitations qu'elle n'a jamais mentionnées, la vie qu'elle a mise de côté. Je ferme doucement le couvercle. Demain, je commencerai à trier ces vestiges de sa vie. Ce soir,
je savoure la victoire qui lui rend enfin le respect qu'elle méritait. 2 jours plus tard, le papier en tête du cabinet d'avocat a l'air différent lorsqu'il arrive, adressé à mon père au lieu de provenir de lui. Je lisse le papier sur le comptoir de ma cuisine, relisant le paragraphe qui commence par « Examen interne de toutes les affaires traitées par Léonard Laurent ». Mes doigts tracent les mots « Enquête en cours et préoccupations relatives à la conduite professionnelle ». L'annonce du congé maladie du juge Renaud a fait la circulaire du tribunal d'hier. L'intérêt du Conseil supérieur de la magistrature pour son historique de cas, en particulier ceux impliquant mon père, n'a pas été mentionné, mais les contacts de René ont confirmé que cela se produisait. 3 autres avocats m'ont appelé ce matin, chacun décrivant avec hésitation des schémas qu'ils avaient remarqués dans la salle d'audience de Renaud lorsque Léonard se présentait devant lui. « Mademoiselle Laurent ?» Un message vocal d'un journaliste est diffusé sur le haut-parleur. Nous faisons un article sur la récusation inhabituelle du juge Renaud. De nombreux juges expérimentés ne se retirent pas en milieu d'affaires sans explication. Souhaitez-vous commenter ? Je supprime le message sans rappeler. Certaines victoires méritent l'intimité. Clara arrive avec du café et un sourire qui pourrait illuminer le jour d'hiver le plus sombre de Lyon. Votre mère a construit le dossier parfait d'outre-tombe, dit-elle en posant un plateau en carton sur mon comptoir. Les preuves étaient méticuleuses. La chronologie est impeccable. Elle a toujours été minutieuse, dis-je en sortant le formulaire de décharge de l'exécuteur testamentaire de mon sac. Regarde ce qui est arrivé ce matin. Accès complet à tout. Aucune restriction. La commode est maintenant dans mon salon, ses ferrures en laiton brillant dans la lumière de l'après-midi. Plus de batailles judiciaires. Plus de retard. Tout ce que ma mère voulait que j'aie est enfin, légalement, à moi. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la maison de ville de ma mère pour la première fois depuis que j'ai gagné l'affaire. Les murs de la chambre contiennent encore ses aquarelles de paysages préférés. Son fauteuil de lecture est près de la fenêtre, où la lumière du matin entrera. Je me blottis sous sa couette et je me sens enveloppé dans sa protection, comme je l'avais été depuis le début sans le savoir. René et Cédric rendent visite le week-end suivant, apportant de vieilles photographies et des histoires des jours militaires de ma mère. Hélène n'a jamais parlé de ce qui s'est passé parce qu'elle vous protégeait, dit René en me tapotant la main. Votre mère serait fière de la façon dont vous avez géré cela. Cédric hoche la tête. Elle s'est battue avec des documents et de la patience. Vous avez fait exactement la même chose. 6 mois passent dans un tourbillon de changements. Je continue mon travail de défenseur public, mais quelque chose de fondamental a changé. Je me tiens plus droite dans les salles d'audience maintenant, je conteste les décisions inappropriées avec précision plutôt qu'avec frustration. Lorsque le juge Garnier essaie de se précipiter sur un mandat discutable dans l'une de mes affaires, je cite 3 précédents et je demande un examen approprié sans la moindre incertitude dans ma voix. La photo encadrée de ma mère est sur mon bureau au travail, pas le portrait officiel de son programme funéraire, mais une que René m'a donnée. Hélène dans son uniforme de l'armée de l'air, jeune et confiante, les yeux brillants de détermination. À côté se trouve son journal relié en cuir, ses extraits les plus importants conservés et d'autres soigneusement expurgés avant d'être soumis au Conseil supérieur de la magistrature. J'ai commencé à encadrer des défenseurs publics de première année sur le maintien des limites éthiques dans des situations difficiles. Documenter tout, je leur dis. La préparation et le pouvoir. Préparation. Léonard a perdu son partenariat après l'examen du cabinet. Nous nous croisons parfois dans les couloirs du palais de justice maintenant, lui avec moins de clients, moi avec une confiance croissante. Nos échanges sont brefs, civils. La rage qui brûlait autrefois en moi s'est refroidie en quelque chose de plus calme, la satisfaction de la vérité enfin reconnue. Le barreau de Lyon m'a invité à prendre la parole lors de sa conférence de printemps sur la responsabilité judiciaire. J'ai intitulé ma présentation « Justice méthodique, quand la procédure protège la vérité ». Maman aurait apprécié la formulation soignée. La maison de ville de Tours ne ressemble plus à un champ de bataille. J'ai rangé ses livres sur des étagères, exposé ses photographies et placé son vase en céramique bleu préféré là où la lumière du soleil l'attrape chaque après-midi. La commode en chêne est dans le salon, ne contenant plus de secrets mais remplie de photos de famille, de ses décorations militaires et de souvenirs que j'ai redécouverts. Le mois dernier, une jeune femme est venue à mon bureau avec une histoire familière, un juge ayant des liens avec l'avocat de la partie adverse, des décisions qui défiaient la logique juridique, des retards de procédure sans fondement. Au lieu de simplement sympathiser, j'ai sorti un bloc-notes neuf. Racontez-moi chaque détail, ai-je dit.
Nous allons documenter le schéma. Je lui ai montré comment déposer une demande de révision judiciaire, comment demander des documents spécifiques par des requêtes bien formulées, comment construire un dossier méthodiquement plutôt que de réagir émotionnellement. Parfois, la justice exige de la patience et de la préparation, ai-je expliqué, entendant la sagesse de ma mère dans mes propres mots. Le fonds d'intégrité Hélène Fournier a été lancé avec 35 000 € de mon héritage. Sa mission, fournir des ressources juridiques à ceux qui sont confrontés à un parti pris judiciaire. 3 cas de mauvaise conduite ont déjà été révélés grâce au soutien du fonds. L'année prochaine, nous espérons étendre notre champ d'action et peut-être développer une série de conférences pour les étudiants en droit sur les limites éthiques dans la pratique. Aujourd'hui, j'ai déposé des fleurs fraîches sur la tombe de ma mère. Le vent d'automne fait bruisser les feuilles de chêne au-dessus de moi alors que je lui parle des progrès du fonds, des cas que nous soutenons, de mes projets d'approcher le programme de droit de l'Université de Lyon pour une éventuelle série d'ateliers. Tu m'as appris que parfois, les mots les plus puissants sont ceux que l'on garde jusqu'au moment exact, dis-je en ajustant les fleurs contre sa pierre tombale. Je pense à tout ce qu'elle a gardé caché pour me protéger, à tout ce qu'elle a documenté pour me donner du pouvoir le moment venu. Le vent soulève mes cheveux alors que je me lève pour partir, emportant mes derniers mots pour elle. La justice ne consiste pas toujours à tout révéler. Parfois, il s'agit de savoir précisément quand et comment utiliser la vérité.